Afrique. Quelles en sont les retombées? On fait le point dans le cadre de ce programme. Et ceux qui savent que nous sommes en direct de Yaoundé sont un peu surpris. Jusqu'à hier soir, après avoir séjourné à Ndjombe, dans le département du Mungo, toujours dans la région du littoral. Comment fait-il pour être partout à la fois? Mais ce qui est sûr, il est sur notre plateau, le ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, pour coller et commencer par cette autre actualité, beaucoup pensent que vous avez le don d'ubiquité, mais dites-nous quand même, vous étiez dans les centres hospitaliers de Douala hier pour des visites surprises ou inopinées. On est un peu habitué, cela fait un peu plus de 5 ans que vous le faites. Sur le plan de la forme, c'est très apprécié, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on constate? Y a-t-il un impact de ces descentes inopinées? Évidemment, il y a un grand impact de nos descentes sur le terrain, parce qu'en réalité, ça nous permet non seulement d'abord de galvaniser nos collaborateurs sur le terrain, de leur témoigner notre proximité, de leur dire courage dans ce que vous faites, dans le sacrifice que vous faites au quotidien. C'est très important pour eux, c'est très important également pour nous. C'est aussi des visites qui nous permettent de nous rendre compte par nous-mêmes de l'état de fonctionnement de nos formations sanitaires, surtout de l'état de nos plateaux techniques, et au besoin, nous prenons les avis, n'est-ce pas, des patients, les avis des usagers de nos services, et donc je crois que c'est très important. Maintenant, nous avons également une démarche pédagogique qui vise à dire nous ne pouvons pas aller partout à la fois, mais ce que nous avons découvert ici et là-bas, nous donnons cela comme étant une recommandation aux autres pour que cela ne soit pas également le cas dans leur service. Et donc je pense que nous en tirons un grand bénéfice et jusqu'ici ça nous a permis de faire des réglages qui ont amélioré substantiellement la délivrance des soins à nos compatriotes. Au moins de lecture, est-ce que ce ne sont pas des descentes punitives? Est-ce que ça ne montre pas que vous ne faites pas suffisamment confiance à vos relais sur le terrain? Justement, ce ne sont pas des descentes punitives, plutôt. C'est-à-dire que ce sont des descentes de performance. De performance dans le sens où on ne va pas chercher la petite bête. Mais on va encourager, on va améliorer et on va faire des propositions pour pouvoir délivrer des soins de performance à nos compatriotes. N'oubliez pas que le président de la République, dans toutes ses sorties, à réclamer des soins de qualité pour ses compatriotes. Et donc c'est cet engagement qui nous permet, nous, d'agir sur le terrain et de pouvoir dire il faut que nous assurions, il faut que nous apportions notre proximité, nous apportions nos contributions pour que cela soit fait sur le terrain. Vous ne faites pas confiance donc à vos collaborateurs sur le terrain? Vous préférez aller voir de vos propres yeux? Ce qui est bien dans une administration comme celle camerounaise, c'est qu'il y a une structuration de l'administration. Et qui dit structuration dit niveau de compétence dans notre administration. Si vous prenez un délégué régional, je le vois très mal en train de faire ce que je peux faire dans un hôpital de première catégorie, par exemple. Et donc, il est bon que nous le sachions. Ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance à nos collaborateurs sur le terrain, mais c'est davantage un renfort que nous apportons à ceux-là qui sont au quotidien. Nous avons les chefs de district de santé qui sont déjà là sur le terrain, nous avons les délégués régionaux qui sont là, nous apportons juste un renfort à cela. Alors, on va préciser que pendant ce programme, Monsieur le ministre, vous aurez l'opportunité de répondre aux questions des téléspectateurs. On va avec la rédaction veiller à ce que ce soit le bon numéro. Ce n'est pas encore le bon de ce côté-là. Mais sur les questions justement des Camerounais relativement à ces différentes descentes sur le terrain, est-ce que ce n'est pas pour les caméras que vous le faites, Monsieur le ministre? Parce que partout vous êtes accompagné des caméras et à une époque, l'ordre des médecins s'est un peu senti embarrassé que vous exposiez un peu les médecins par ces méthodes-là. D'abord, moi je peux vous dire, si vous pouvez avoir des caméras, vous pouvez venir les poser dans mon bureau. Nous pourrons travailler. Parce que je l'ai dit aux Camerounais, en 2019, lorsque je prenais, j'ai dit, même à la poste centrale, moi je peux travailler. Je n'ai rien à cacher, donc je peux travailler même dans votre studio, en direct.
Tous les jours, je peux le faire. On peut venir aller par la feu là maintenant, vous travaillez? Je peux travailler en direct. D'accord. Il y a avait les actes de nomination à côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même ces actes de nomination obéissent à une objectivité. Donc, en réalité, il n'y a pas de souci. Et je le dis à mes collaborateurs, vous méritez, vous l'avez, vous ne le méritez pas, vous ne pouvez pas. Donc, ça, c'est correct. Mais c'est comme ça. Indigné. Mais maintenant, c'est pour dire en réalité que ceux qui fustigent cette manière de faire ont beaucoup de choses à cacher, naturellement. Et si nous prenons un certain nombre de personnes qui sont exprimées sur la question, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ont des structures en réalité qui ne sont pas dans les règles et dont on peut reprocher plein de choses. Mais nous n'en sommes pas là. Davantage, lorsque nous avons commencé cette activité en 2019, nous avions une démarche. Et la démarche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous ne pouvons pas être partout à la fois, mais à travers un reportage, à travers une émission, à travers ces images, nous envoyons des messages aux autres. Et ça a servi. Parce que partout ailleurs, quand vous allez dans certains coins les plus reculés, les gens ont commencé à faire attention parce qu'ils se sont dit, bon, on ne sait jamais. Le bus peut débarquer ici à tout moment. Et donc, ça a permis quand même de recadrer un certain nombre de choses. Et je ne suis pas sûr que ceux qui recherchent la performance sont ceux qui ont fustigé cette démarche de faire. Ce sont ceux qui ne veulent d'ailleurs pas changer. J'ai pas envie de les nommer, mais ce sont des personnes qui ne veulent pas changer. Et qui pensent qu'on a fait comme ça hier, on peut faire comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Les choses sont dynamiques. Vraiment dynamique. Et ce que les Camerounais attendent de ces initiatives, qui sont d'ailleurs saluées par la majorité, c'est le changement de cadre au niveau des hôpitaux, du moins du côté de la salubrité, la qualité d'accueil des patients, la qualité des soins et ce que vous avez baptisé vous-même, l'humanisation des soins. Est-ce que vous avez l'impression que ces différents paliers aujourd'hui ont atteint des résultats acceptables? Oui, les choses ont bougé, ont véritablement bougé, parce que si vous m'avez vu hier sur le terrain, en réalité j'allais pour vérifier un certain nombre de choses que j'avais laissées il y a cela quelques temps. Et j'avais donné des instructions précises sur ce qu'il fallait faire et sur ce que je voulais faire, je voudrais voir faire dans ces formations sanitaires. Et hier, je suis reparti. Pour ceux qui m'ont suivi, voilà, pour ceux qui m'ont suivi, je n'ai pas fait le tour de tous les services, mais je suis allé directement sur un certain nombre de points pour pouvoir dire, j'avais demandé telle chose et c'est fait. Et heureusement, c'est fait. Et quand je sortais d'ailleurs de Newbel, il y a des riverains qui m'ont interpellé pour dire non, monsieur le ministre, depuis votre dernière fois, les choses ont bougé, voilà comment ça s'est amélioré. Et nous voulons que vous poursuiviez avec cette démarche. Et donc je pense que peut-être que nous n'avançons pas à la vitesse de la lumière comme certains auraient bien voulu, mais les choses avancent et les choses avancent véritablement dans notre pays, que ce soit sur le plan de l'accueil, que ce soit sur le plan de la qualité des soins, que ce soit sur le plan des plateaux techniques, de la présentation même de nos infrastructures, nous évoluons sereinement. Sur l'humanisation des soins, beaucoup de Camerounais avaient entendu par cette approche qu'au moins lorsqu'on arrivera à l'hôpital, on va d'abord nous soigner, on va nous recevoir et puis on demandera peut-être l'argent après. Est-ce que ça évolue? On aura la possibilité de recevoir les messages tout à l'heure si les gens ne sont pas d'accord par rapport à bien entendu. Vous savez très bien que s'il y a une chose que j'aime, c'est d'échanger avec les gens. Et je suis sans tabou et il n'y a pas de questions bêtes ni de questions tabou chez moi. Toutes les questions peuvent être posées et trouveront des réponses. Donc ça évolue. Et donc, sur l'humanisation de soins, oui, nous évoluons sur un certain nombre de points. Et si vous avez bien vu aujourd'hui, les urgences vitales sont d'abord levées avant de pouvoir penser au carnet, de pouvoir passer à de l'argent et tout le reste. Maintenant, il faut faire aussi avec le contexte camerounais. Oui. Nous avons des cas où nous avons des compatriotes qui arrivent à l'hôpital, ils se font soigner et disparaissent dans la nuit. S'évanouissent dans la nature, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, même deux fois, ils emportent matelas et tout ce que nous avons à l'hôpital. Ça aussi, c'est un contexte qu'il ne faudra pas oublier et pour lequel nous faisons attention désormais pour que cela n'arrive pas. Mais l'instruction a été claire pour ce qui est de la prise en charge immédiate du patient, surtout en termes d'urgence vitale. Aujourd'hui, partout ailleurs, nous levons d'abord l'urgence avant de pouvoir demander quoi que ce soit. Sur les plateaux techniques, monsieur le ministre, si on avait une échelle d'évaluation
sur l'ensemble du tissu hospitalier au Cameroun. Est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui, qu'on peut se lever, on va à l'hôpital à Doumé, on trouve un plateau technique qui répond aux besoins. Si on va à Mbam aujourd'hui, à Meyo aujourd'hui, est-ce que les plateaux techniques ont suivi votre vision? Alors, j'aime très bien cette question parce que ça me permet de donner une réponse à deux niveaux. La première chose, c'est que pris sur le plan brut comme ça, oui, le plateau technique a évolué. Oui. Les hôpitaux de première catégorie aujourd'hui, je le dis encore, nous n'avons plus rien à envier aux autres. Première catégorie, hôpitaux de référence. Aux autres, c'est qui? Aux autres, c'est-à-dire là où on a souvent l'habitude de faire évacuer nos patients. C'est-à-dire que ce soit à l'hôpital américain, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Hôpital de première catégorie au Cameroun, si vous prenez l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala, vous prenez l'hôpital général de Garoua, vous n'avez rien à envier aux autres parce que nous avons tout ce qu'il faut faire. Et je le dis toujours, notre problème aujourd'hui, c'est de pouvoir former, n'est-ce pas, des personnels qui puissent correspondre au niveau de notre plateau technique. Oui, justement, la question, c'est ça. Nous sommes en train de... Vous investissez pour le matériel, est-ce que le personnel répond? Justement, nous sommes soucieux de cela. Nous sommes très soucieux de cela. Maintenant, la réponse à votre question, et celle qui me semble d'ailleurs la plus indiquée et la plus pertinente, c'est que nous avons organisé notre système de santé tel que, normalement, lorsque vous rentrez dans le circuit à Meyo, centre, et que l'hôpital de Meyo n'a pas le plateau technique pour vous soigner, le souci n'est plus le vôtre. Parce que vous êtes déjà rentré dans notre système de santé. Oui. Maintenant, il faut que ce soit l'hôpital de Meyo qui s'organise pour vous référer dans un hôpital qui lui semble être à même de pouvoir vous apporter la guérison. D'accord. Si vous arrivez de Meyo pour Mbam et Mbam ne se sent pas tout à fait à mesure de le faire également, Mbam va vous référer à Ebolova et Ebolova va vous référer au centre hospitalier régional et le centre hospitalier régional vous référera certainement à l'hôpital général de Yaoundé. Cela a été fait. Nous avons, et ça je le dis toujours pour illustrer ce cas le plus patent, c'est ce paysan qui vit à Kaïlé, dans l'extrême nord, dont le fils avait pris une flèche en plein cœur. Celui-là n'avait pas 100 francs dans sa poche. Il ne pouvait pas ne serait-ce qu'aller au centre de santé qui est à côté. Mais notre système de santé a capté ce petit garçon. On l'a évacué à Maroua. De Maroua, on l'a évacué à l'hôpital général. De l'hôpital général, il est monté dans un avion rapidement pour l'hôpital général de Yaoundé. Et il a été opéré à cœur battant. Et je ne sais pas si vous imaginez à cœur battant, mais il a été opéré, il a été guéri, on l'a remis dans l'avion, on l'a ramené jusqu'à Kaïlé. C'est un cas qui existe, c'est un cas qui est patent, et c'est un cas que notre système de santé a capté. Donc voilà un peu le système de santé que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est en train de bâtir pour le Cameroun aujourd'hui. On n'aura donc pas tout, partout, à la fois. Non, tel que le système est organisé. Dans aucun pays au monde, vous avez tout partout à la fois. C'est structuré. Et vous avez des hôpitaux de référence. Vous avez des hôpitaux centraux. Vous avez des hôpitaux régionaux. Vous avez des hôpitaux de district. Vous avez des centres médicaux d'arrondissement. Vous avez les centres de santé intégrés. C'est fait exprès pour que la référence soit graduelle. Et que vous n'ayez pas mal au genou, que vous soyez retrouvé directement à l'hôpital général de Douala ou de Yaoundé. Non. Vous commencez par un hôpital de district, par un centre médical d'arrondissement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez mal à la tête, vous n'allez pas directement à l'hôpital général. L'hôpital général, c'est un hôpital de référence. Donc, commencez le plus proche de vous, et puis le système se charge pour vous faire des références au niveau supérieur. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission. Bien de choses au ministre. Je voudrais lui demander pourquoi il reste dans les grandes villes et l'arrière-pays, alors, par exemple, à Kang-Niété, dans le sud profond, c'est à Djomo, depuis Niété. Est-ce que vous vous limitez dans les grandes villes? Non. Justement, je pense que sa question est venue avant ma réponse, parce que je vous ai dit, nous avons un système où nous prenons, notre système capte le patient et s'en occupe, c'est-à-dire en termes de référence. Donc on ne peut avoir tout à la fois. Nous avons le minimum tout près du patient, et puis le reste, maintenant en termes de plateau technique, nous remontons.
Alors, sur la rubrique de descente sur le terrain, cette question d'un étudiant, je pense. Bonsoir, je suis étudiant à la faculté de médecine de Yaoundé. Pensez-vous aussi à venir nous surprendre pour voir les conditions dans lesquelles nous sommes formés? C'est de votre ressort? Alors, j'ai bien envie de dire oui et non. Oui, parce que nous faisons partie d'un gouvernement. Donc, vous savez très bien que le gouvernement est un. Et à sa tête, un premier ministre chef de gouvernement et supervisé par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Maintenant, en ce qui concerne les conditions pratiques quotidiennes, cela ne relève pas nécessairement de notre département ministériel. Oui. Nous avons une plateforme de discussion avec l'enseignement supérieur. Nous pouvons évoquer la question, mais il y a un texte qui organise l'activité du gouvernement et qui répartit les compétences. La réponse est claire. Alors, voici une question qui va nous permettre de faire le pont tout à l'heure avec ce qui s'est passé à Genève. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai une question pour le ministre. Moi, je suis une personne vivant avec le VIH. Je suis sous traitement antirétroviraux. J'ai de sérieuses inquiétudes sur le fait que le programme USAID, qui subventionne notre traitement ARV, est suspendu par le gouvernement américain de Donald Trump. Pouvez-vous nous rassurer, monsieur le ministre, que notre traitement sera toujours disponible? Question fondamentale. Oui, la question est fondamentale, la question est pertinente et j'allais dire, vu comme cela, l'inquiétude de notre téléspectateur est bien avérée. Oui. Mais je voudrais également lui dire que promptement le gouvernement a pris les choses à bras le corps. Parce que lorsque on nous annonce la rupture, sinon l'arrêt des subventions américaines, nous avions déjà, quelques mois avant, c'est-à-dire depuis le mois de novembre 2024, réfléchi sur une appropriation du financement de nos programmes. Et donc, on avait déjà commencé à faire un plan de durabilité qui nous permet de dire à terme, c'est-à-dire, mais nous avons fixé le cap à 2030, le Cameroun devrait pouvoir entièrement prendre en charge tous ces programmes. Et donc, depuis cette annonce-là, nous avons conduit un plan de mitigation. Nous avons dégagé les gaps. Pour ce qui est de cette année, l'année 2025, nous avons couvert les gaps avec le Fonds mondial et les autres partenaires. Et nous nous projetons maintenant pour ce qui est de 2026, dès maintenant en inscrivant, n'est-ce pas, les financements additionnels dans notre budget. Maintenant, nous avons proposé aussi au gouvernement des sources innovantes, n'est-ce pas, en termes de financement de la santé. On est là-dessus et je crois que certainement le budget qui va être soumis à l'Assemblée nationale en novembre pourrait porter à d'autres sources de financement de la santé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'inquiète? Il aura toujours son traitement? Non, pour le moment, il aura toujours son traitement. C'est-à-dire que nous avons dit à tout le monde, c'est-à-dire à tous les programmes, de pouvoir assurer sans rupture les traitements jusqu'à la fin de l'année et de pouvoir nous projeter sur l'année 2026 déjà. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, mettez à disposition un numéro vert pour dénoncer le mauvais traitement des patients par le corps médical. C'est très grave. Faites un tour à l'Est, plus particulièrement à Ndélélé, c'est dans la KDI. Les infirmiers sont toujours livrés, je ne sais pas, vous voulez dire ivres ou livrés, je ne sais pas trop. Le médecin est introuvable. C'est Sadi depuis Ndélélé qui fait cette dénonciation-là. 1506. Le 1506. Ouais. Le numéro vert existe bien. Ouais. Le 1506 pour vos différentes dénonciations. Bon début de soirée, monsieur le ministre. Où en sommes-nous avec l'assurance santé sécuritaire à nous sortir des remous financiers? Malheureusement, moi je suis à moins de 20 km de l'hôpital de Sakbayémé. Les populations riveraines en souffrent à recouvrir la santé. Les femmes donnent naissance dans les pistes en piteux état où le Skinner joue le premier assistant sanitaire. Comment s'inscrit dans cette assistance santé sécuritaire quand l'énergie électrique fait défaut? Bonne émission, Massoc Thomas. Le ministre répond pour ce qui est de la couverture santé universelle. Voilà. Parce que c'est cela qu'il est question. Oui. Non, on ne s'inscrit pas qu'en ligne pour ce qui est de la couverture santé universelle. Vous avez certes les plateformes digitales, mais vous avez également des points d'inscription, c'est-à-dire de pré-enrôlement. Vous avez certains hôpitaux, et puis vous avez les équipes mobiles qui vont dans les chefferies, dans les marchés, dans les regroupements, et même, ça dit que ils ont des outils de cette mobilité. Oui. Dans des zones enclavées comme celle-ci. Oui, ils ont des tablettes. Oui. Ils ont des tablettes, ils ont des motos, ils ont des tablettes pour pouvoir enregistrer même sans connexion et pouvoir, une fois rentrer dans une zone couverte, faire entrer les données. Et donc, on a
on a tous les moyens de pouvoir faire cela. Et même si des personnes peuvent se regrouper et faire appel à une équipe mobile, l'équipe viendra vers eux. Donc ce n'est pas qu'en ligne qu'on s'enregistre. C'est clair pour les populations de Sac-Bayémé qui nous regardent. Il n'y a que 2 médecins pour 10 000 habitants, bien en dessous des recommandations de l'OMS. Quelles mesures concrètes sont prises pour pallier la pénurie de médecins et d'infirmiers, notamment dans les zones rurales où seuls 32% des centres de santé sont pleinement opérationnels? Il faut signer vos messages parce que vous donnez les statistiques. Il faut qu'on sache sur quoi vous les fondez, ces statistiques-là. Mais sur le déficit en termes de médecins, il parle encore de 10 000, de 2 médecins pour 10 000 habitants. Est-ce qu'on n'a pas avancé? Est-ce qu'on n'a pas évolué? Vous savez très bien qu'il y a certains qui ont gardé leur compteur au niveau où ils veulent bien les garder. Ils n'ont pas actualisé. Non, nous avons avancé. Et je pense que pour des zones dites de déserts médicaux, le président de la République a pris une décision à la fin de l'année dernière. Vous savez très bien, le recrutement de près de 10 000 personnes. Et ce recrutement est en cours et devra prendre en compte prioritairement les déserts médicaux. Et donc, on va les flécher sur ces zones-là, qu'ils ne s'inquiètent pas. Mais dans le fonctionnement quotidien, en termes de gestion des ressources humaines, nous faisons un équilibrisme qui souvent est instable, mais on reste quand même en équilibre sur certaines zones. Et donc, on essaye d'avoir, dans ce qui est des chefs de lieu, pratiquement les spécialités qui sont les plus demandées. Et puis, au fur et à mesure que nous rentrons dans les zones rurales, on n'en aura pas, mais il y a un mécanisme de référence comme je l'ai dit tantôt. Alors, JP Ignam n'a peut-être pas suivi la réponse du ministre tout à l'heure. Il dit, bonsoir, monsieur le ministre, s'il vous plaît, veuillez lire mon message, Jean-Jacques, c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le ministre avait dit que les plateaux techniques des hôpitaux de Cameroun n'ont rien à envier aux plateaux techniques de l'Occident. Sur quoi se basait-il pour le dire? Maintient-il ses propos? Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'il veut encore plus de précision. Non, en fait, c'est parce que certaines personnes camerounaises veulent comprendre ou écouter ce qui est, comment on appelle ça, dans leur esprit. Je l'ai bien dit et je le redis encore. Nos hôpitaux de référence, je ne parle pas de l'hôpital de district de X ou bien de centre de santé de Y parce qu'on m'a fait ressortir un certain nombre de centres de santé. Non, je parle exactement de nos hôpitaux de référence. Oui. Et j'ai même un document, c'est parce que je ne l'ai pas amené avec moi ici, mais ce document existe et ça existe également sur Internet. Si vous voulez vous feuilleter simplement ce document, vous allez voir l'hôpital général de Yaoundé, vous verrez l'hôpital général de Douala, vous verrez l'hôpital général de Garoua, vous verrez le CHU de Yaoundé. Vous allez voir et regardez les 6 centres hospitaliers régionaux aujourd'hui qui sont déjà ouverts. Vous allez voir que le même plateau technique que vous avez ici, vous l'avez à l'hôpital américain, vous l'avez à l'hôpital, c'est pas moi, Université de Suisse, vous avez ça c'est vérifiable. Ça c'est vérifiable et je le demande encore parce que pour ceux qui en doutent, j'ai donné des instructions à tous ces responsables d'ouvrir les portes, de les faire entrer. Parce qu'au moment, je vais vous dire une chose, parce que j'étais avec des collègues du gouvernement, au moment où on était en train d'inaugurer l'un des CHR, je ne dis pas la localité parce qu'on va découvrir de qui il s'agit, dans l'un des CHR, mais ils étaient les premiers à dire non, mais non, c'est pas ici. Est-ce qu'on a des choses comme ça? J'ai dit, mais nous sommes bien dans cette localité. Et c'est bien notre CHR. Et c'est bien nos plateaux techniques. Et vous avez aujourd'hui un ensemble d'équipements qui ne sont même pas utilisés. Et j'avais en son temps raconté cette anecdote où l'enfant d'un de mes amis était allé dans un hôpital, dans un centre ophtalmologique à New York. On lui avait porté des lunettes et à côté vous avez une machine qui posait le diagnostic rapidement. Donc il me l'a envoyé, je crois que nous devait dans les 2 heures du matin. Il m'a envoyé l'image et moi j'ai transféré cette image directement au chef de la division d'études et de projets pour dire je veux cet équipement pour le Cameroun parce que c'est important. Et à lui de me dire mais monsieur le ministre, nous l'avons déjà à l'hôpital général de Garoua. Et je dis, bon, si nous l'avons déjà à l'hôpital général de Garoua, qu'on en commande 2 ou 3 autres, mais c'est déjà bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même équipement que vous avez là-bas, vous l'avez ici. Et donc, je crois que les gens doivent simplement faire le déplacement
allez regarder, parce que nous sommes ouverts à cela, allez regarder nos hôpitaux de référence, ils se rendront compte qu'effectivement, nous n'avons rien à leur envier. Et je le dis encore, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la formation. Et nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir mettre en place des centres de simulation pour recycler nos ressources humaines, pour les mettre au niveau des équipements que nous avons déjà. Mais si Bertrand Bamad nous permet d'entrer de plein pied, puisqu'on a franchi la première demi-heure de nos échanges, il est temps qu'on parle justement des retombées de Genève. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions sur les chantiers médicaments de la rue à faire Baume François, il y a tout cela là-bas. On verra vers la fin du programme. Allons d'abord au cœur de cet échange. Bertrand demande comment le Cameroun se prépare-t-il à faire face aux futures pandémies après l'expérience du Covid-19. Je crois que là, on est de plein pied. Oui, non seulement on est de plein pied, mais je pense que c'est une question assez fondamentale et pertinente. Nous sommes passés à travers la Covid-19 et nous avons laissé moins de plumes que d'autres parce que la stratégie qui avait été mise en place par Monsieur le Président de la République, supervisée par Monsieur le Premier chef du gouvernement et sur le plan opérationnel, exécuté par l'ensemble du secteur de la santé, a porté des fruits. Nous avons tiré des leçons. On a sorti un plan, c'est-à-dire une stratégie nationale, n'est-ce pas, de prévention, de prise en charge et de tout ce qui est urgence de santé publique. On a fait un premier forum sur les urgences de santé publique qui a regroupé l'ensemble du monde entier, aussi au Cameroun. Et il y a un second forum qui est en train de s'organiser pour le mois de juillet. Et donc, entre-temps, au regard de l'expérience camerounaise, nous avons commencé à former à la demande, n'est-ce pas, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons commencé à former les autres de la sous-région. Donc, on s'est retrouvé en Guinée équatoriale, on s'est retrouvé au Gabon, en République démocratique du Congo, on s'est retrouvé au Congo-Brazzaville, on s'est retrouvé au Sénégal, on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, encore la semaine dernière, nos équipes avaient réuni au centre dédié par le Hardy Afro, c'est-à-dire le directeur régional Afrique de l'OMS à Brazzaville, des experts, et ce sont nos experts à nous, Camerounais, qui formaient les autres. Donc, en fait, je pense qu'on est davantage plus en avant dans le cadre de la prise en charge des urgences de santé publique, et nous avons une école qui forment les épidémiologistes de terrain ici, au niveau du ministère. Et nous recevons d'ailleurs tous les candidats venant de la sous-région également au Cameroun. Et donc moi, je pense que nous avons maintenant une solide expérience pour mieux réagir en matière... La riposte made in Cameroun a fini par faire école. Oui, bien entendu, c'est ce que je suis en train de dire. Et pas simplement en Afrique, mais partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Parce que là où nous allons, nous exportons nos bonnes pratiques et c'est bien apprécié. Et la question des Covid-19, comme des pandémies de façon globale, a été évoquée à Genève, avec une approche qui permet aujourd'hui de mieux encadrer la réaction face aux pandémies. Oui. Et vous savez très bien que l'une des préoccupations majeure d'ailleurs de l'OMS et davantage du conseil exécutif, c'était de voir comment faire face aux prochaines épidémies, aux prochaines pandémies. Et donc, on a mis en place une réflexion qui a fait 4 ans et qui a abouti, fort heureusement d'ailleurs, lors de la 18e Assemblée mondiale de la santé, à la signature d'un pandemic fund. Et cela est historique parce que depuis la création de l'OMS, il n'y a que 2 traités qui ont été signés. C'est-à-dire qu'il y avait un premier traité et ce deuxième traité sur le pandémie forte est quelque chose d'assez historique. C'est ce qu'on appelait l'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Plus de 3 ans de réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans le fond avec justement l'adoption de cet accord? C'est la réorganisation, n'est-ce pas, ou la structuration mondiale de la prise en charge des épidémies et des pandémies. Déjà, si nous prenons l'Afrique, à travers l'OMS Afro, a mis en place déjà 3 hubs.
Et il va mettre en place un 4e hub. Et nous avons, dans le cadre de nos négociations, discuté avec les dits responsables et nous avons demandé que ce hub soit hébergé par le Cameroun. Ça sera des centres, n'est-ce pas, de déploiement. En réalité, lorsqu'il y a la pandémie, s'il y a une pandémie qui arrive, une épidémie qui survient, c'est ce hub-là qui va déployer en termes de matériel, en termes de logistique, en termes d'experts, en termes de stratégie de prise en charge de personnes. Et donc, ce sont des hubs aussi pour pouvoir distiller la formation en termes de prévention, de la surveillance même des épidémies. Et donc, ça, c'est déjà ce qui est fait en ce moment. Maintenant, la question de vaccins, la question des médicaments va également être prise en charge dans ce sens-là pour dire on ne devrait plus assister, comme lors de la Covid, à la confiscation de vaccins par des pays les plus développés. Il faut que tout le monde ait le même accès à ce vaccin. Et ça, c'est une question, n'est-ce pas, c'est ce qui va conduire à une sorte d'équité. Voilà, d'équité. Une sorte de justice sanitaire. Voilà, c'est ça, cela. Oui. Donc, je pense que ce traité est tellement important pour nous, pour tous les pays en voie de développement aussi. Le 14e programme général de travail 2025-2028 qui place justement l'équité en santé comme pilier central de l'action de l'Organisation mondiale de la santé. Monsieur le ministre, nos oreilles étaient également tendues de ce côté-là parce qu'on vous a entendu, on vous a vu parler de l'imagerie médicale. Et puis, ceux qui n'ont pas toujours les bonnes informations se sont mis à vous regarder en disant que mais, le monsieur là qui est à Genève, il parle d'imagerie médicale. Et ce n'est pas un peu comme la poule qui parle des questions des dents. Est-ce qu'on parlait de ça au Cameroun? Est-ce qu'on est déjà à ce niveau de technologie? Ah oui, on y est déjà. Donc vous étiez là au domaine. D'abord, la question d'équité a été portée par le Cameroun. Oui, vous le savez très bien. Oui. C'est-à-dire que c'est nous qui avions porté cette question et qui avions exigé que l'organisation, qui est la nôtre également, puisse mettre au cœur de ses interventions cette équité en termes de et il y a eu santé, approbation. Votre idée lumineuse a été acceptée. Et ça a été accepté. Maintenant, nous avons également soumis la résolution sur l'imagerie médicale. Et ça a été voté également à l'unanimité. Mais ce n'est pas la poule qui parlait des questions dedans, puisque nous avons déjà. Et nous avons déjà engagé le mouvement qui est avancé, mais nous voulons aller encore plus loin. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui vivait à Koussiri, à Mokolo, à Yagoua, ou à Salapombe, comme on dit. Il était obligé de venir à Yaoundé ou à Douala pour faire un scanner. Oui. Je ne parle pas de l'IRM parce qu'on n'en avait même pas. Aujourd'hui, vous avez partout ce scanner-là. Donc on ne vient plus à Yaoundé, celui à Koussiri, il a un scanner sur place, celui qui est à Mokolo a un scanner sur place, celui qui est à Yagoua a un scanner sur place. Et donc, celui qui est à Bertois a un scanner sur place. On ne vient plus à Yaoundé pour chercher le scanner. Et ça, c'est primordial dans ce que nous appelons la qualité de la prise en charge. Si vous avez un bon diagnostic, vous avez une présomption d'une meilleure prise en charge. Oui. Mais si vous n'avez pas un bon diagnostic, vous allez prendre en charge de manière médiocre parce que vous ne savez pas ce que vous traitez. C'est tout simplement cela la question d'imagerie médicale. C'est qu'il faudrait que cet instrument soit utilisé, j'allais dire démocratisé, dans la plupart de notre formation sanitaire. Parce que beaucoup considèrent justement cette technologie comme étant une technologie de luxe. De luxe, effectivement. Qui n'est pas accessible à tous. Voilà. Et donc là, on est en train de démocratiser cela, de pouvoir ramener, parce qu'aujourd'hui, dans certains hôpitaux de district, vous avez l'imagerie, hein, vous avez des scanners, nous avons acheté des échographes, nous avons acheté des radios mobiles qui sont même dans les centres médicaux d'arrondissement. Donc, je pense que nous sommes dans une lancée de démocratisation de l'imagerie médicale et c'est ce que nous avons voulu, en soumettant cette résolution, solliciter que l'OMS appuie ses actions dans les pays, surtout en difficulté, pour que nous ayons accès au financement pour l'achat de ces équipements d'imagerie médicale et que la formation soit également prise en charge dans ce sens-là et que les pays soient renforcés en termes d'imagerie médicale. La bonne nouvelle, c'est quoi? Au sortir de Genève, c'est que les pays pauvres
les pays en situation difficile, qui ont difficilement accès à cette technologie-là, vont bénéficier d'un appui, d'un accompagnement de l'OMS? Oui, la bonne nouvelle, c'est cela. La bonne nouvelle, c'est cela, c'est qu'on va pas simplement privilégier certains, mais que l'OMS va pouvoir faire un programme pour pouvoir aider chaque pays dans ce sens-là également. D'accord, on va rester encore de côté de Genève. J'ai essayé d'esquiver un certain nombre de messages en indiquant qu'on va revenir dans les questions et les messages et autres. Il y en a qui sont un peu, on ne parvient pas à résister. Bonsoir Jean-Jacques, ici à l'hôpital d'ici de Japoma. Les infirmiers exigent aux femmes enceintes 2 morceaux de savon, une bouteille de javel, 2 rouleaux de papier hygiénique avant d'accoucher. Comment cela peut-il s'expliquer? Voilà, vous allez répondre dans la troisième partie de notre programme, mais on veut rester encore du côté de Genève. On a parlé au moins 2 fois d'accords historiques, et toutes ces 2 fois-là apparaît le nom du Cameroun. C'était quoi vos gris-gris? Vous êtes arrivé là-bas avec une sorte de gris-gris pour que le Cameroun soit porteur de tout ce qui a finalement à l'unanimité été célébré et accepté là-bas? En tout cas, si je vous dis que je n'avais pas de gris-gris, c'est que je vous mens. C'était quoi vos gris-gris? J'avais le nom du président de la République dans la poche. C'était Paul Biya, mon gris-gris. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que nous avons un président de la République aujourd'hui dont le charisme va au-delà de nos frontières. Et l'évocation du nom de notre président fait en sorte que vous gagnez en respect. Oui. Et donc, je pense que c'était mon principal gris-gris que j'ai utilisé à ce niveau-là et qui a d'ailleurs payé. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, le Cameroun a gagné un peu en galon au niveau international, au niveau de l'OMS. Et chaque pays, même les plus développés, lorsqu'ils ont une résolution, lorsqu'ils ont quelque chose à faire, ils viennent vers le Cameroun et ils veulent tomber d'accord d'abord avec le Cameroun avant d'aller exposer leur résolution. Et donc je pense que... J'ai vu une gentille expression, c'est la victoire de la diplomatie sanitaire du Cameroun. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça la diplomatie sanitaire, justement. Vous revenez donc avec, sanitaire. Oui, vous revenez donc avec tout cela, mais également au niveau des instances. Le Cameroun est vice-président, 3e vice-président, je sais pas, on est un peu perdu dans nos documents là, mais au moins, il y a de la place pour le Cameroun au sommet des questions de santé. Oui, nous sommes, la voix du Cameroun compte désormais dans ces instances-là. Nous sommes rentrés dans le conseil exécutif. Oui. Et une fois à l'intérieur, on est rentré on a été élu 3e vice-président du conseil exécutif, avec à la clé des sessions du conseil qui ont été présidées par le Cameroun, chose inédite, parce que ça n'était pas encore arrivé. Et là, lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé, nous avons fait notre rentrée dans la prestigieuse commission générale de l'OMS. Et une commission générale qui fixe le budget, le programme, qui élit le directeur général de l'OMS. C'est ça le plus important également, qui donne les orientations générales pour l'organisation. Et donc, c'est une commission stratégique, c'est une commission, j'allais dire, très prestigieuse. Et le Cameroun y est rentré. Et donc, je crois qu'il y a des raisons, n'est-ce pas, d'être satisfait de la marche aujourd'hui du Cameroun sur la scène internationale, et le président de la République qui continue d'ailleurs à œuvrer dans ce sens-là devrait pouvoir être l'objet de notre satisfaction aujourd'hui. Et vous avez participé activement au vote du nouveau patron OMS Afrique. Oui. Oui, et en marche, parce que n'oubliez pas que le mandat de Dr Moeti était fini. En octobre dernier, nous avons élu un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Malheureusement, il était à son âme. Avant de prendre service, il est décédé. Et donc, nous avons été obligés, en marche de cette Assemblée mondiale, d'élire un nouveau président, un nouveau directeur régional OMS Afrique, qui était en Tanzanie. Donc, je pense que nous avons discuté avec lui aussi. Il est bien disposé à apporter son aide à l'Afrique centrale. Alors, de ces retombées avec la technologie et les moyens... Nous continuons de discuter avec les autres États qui sont plus avancés que nous, et nous discutons aussi avec ceux qui sont moins avancés que nous pour pouvoir leur dire voilà ce que nous avons évité comme piège, voilà là où nous sommes en train d'y aller, et je crois que cela sera bénéfique pour nos populations. Où est-ce que nous en sommes exactement, Monsieur le ministre?
nous sommes dans l'exécution de cette couverture santé universelle. Une question a d'ailleurs été posée tout à l'heure où on parlait de Japoma. Japoma n'est pas encore rentré en termes d'ailleurs de chèque santé dans la couverture santé, dans le panier de soins de la couverture santé universelle. Mais d'ici 2026, ça n'explique pas qu'on demande une bouteille d'huile. Oui, non, c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal et je pense que ce serait bon d'appeler le 1506 pour cela et de dénoncer. D'accord. C'est pas normal et je voudrais d'ailleurs sortir de cette mission. Je vais instruire le délégué régional, il va voir cette affaire parce que c'est pas passé pour moi. Dès que j'ai l'information, l'action va suivre tout de suite après. Donc, et ça c'est pour envoyer une première réaction à ceux qui demandent ce genre de choses, qu'ils commencent déjà à voir comment ils vont répondre. Maintenant, je voudrais dire que... On n'est pas encore concerné par le chèque santé. Pas encore, mais en 2026, nous pensons que nous allons rentrer dans Douala rural, dans Yaoundé rural avec le chèque santé. Et à ce moment-là, ce sera les 6 000 francs qu'on devra demander. Mais pour les autres régions, les 8 régions aujourd'hui, nous sommes pleinement là-dedans. En termes de prise en charge du palu, en termes de consultation gratuite des enfants de 0 à 5 ans, en termes la prise en charge de l'insuffisance rénale, nous sommes pleinement dans la couverture santé universelle aujourd'hui. Bonsoir Excellence, les hôpitaux de référence et hôpitaux généraux sont équipés au même niveau que les hôpitaux occidentaux, c'est vrai, dit-il avec un point d'exclamation, mais les problèmes ici sont liés à l'enclavement. Les différentes localités dans lesquelles sont situées ces infrastructures n'ont pas le même niveau de développement. Ensuite, la mentalité. Nous avons surtout dans ces zones reculées le manque d'éducation à la fréquentation des hôpitaux et enfin l'absence de l'amour du prochain qui a laissé place au manque d'éthique, de déontologie professionnelle. Voilà le problème de la santé au Cameroun. Vous résumez cela, un manque d'éthique, un manque de déontologie et de professionnalisme. Les questions que vous essayez de régler au quotidien. Oui, mais sauf qu'il a fait un bon exposé, mais son résumé ne correspond pas à l'exposé qu'il a fait. Le résumé est décalé. Parce que lorsqu'on parle d'éthique et de déontologie, et il parle de l'enclavement, ce n'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord avec lui par rapport au résumé qu'il a fait. Nous avons encore des problèmes en termes d'accessibilité, certainement, de nos formations sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un gros souci, un incident en ville, vous avez un déploiement des ambulances, mais pour rallier le curie, pour rallier l'hôpital général, ce n'est pas la chose la plus facile. Oui. Parce que lorsque vous avez un usager de la route, lorsqu'il entend la sirène de l'ambulance, il se dit, ah bon, ça c'est leur affaire, moi je ne suis pas là. Ça existe. Et donc, vous allez voir une ambulance qui traîne, et vous avez des gens qui ne laissent jamais la route. Oui. Il n'y a pas un corridor qui nous permet d'aller assez rapidement avec cela. Donc, je suis d'accord avec lui. Je suis également d'accord avec lui que, et je l'ai évoqué d'ailleurs, nous avons encore un problème de formation, n'est-ce pas? Nous avons un problème de culture d'accueil, de culture de sympathie, de culture de l'humanisation de nos soins. Ça aussi, nous avons encore. On a évolué, certes, mais on n'est pas encore arrivé là où je voudrais qu'on arrive. Et donc, je pense qu'il a raison sur ce point, mais sur d'autres, on est vraiment avancé. Alors, sur les questions de l'amour du prochain, et ainsi de suite, oui, on comprend bien que c'est toute une chaîne. Oui, ça ne s'arrête pas là. Voilà, ça ne s'arrête pas là. Donc, mais ça viendra de toutes les manières parce que les Camerounais commencent à comprendre un certain nombre de choses et puis ça vient. Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît. Je voudrais demander au ministre pourquoi la formation des IDE coûte aussi cher dans le secteur privé, environ 400 000 francs par an. Et après avoir déversé cette somme, on vous demande encore de payer les frais de stage et pour couronner le tout, chaque fin d'année, on donne encore de l'argent pour les dossiers, l'examen de passage, que je ne comprends d'ailleurs pas l'importance puisqu'il y a déjà 2 semestres par année. Il faut relever que c'est la couche défavorisée qui est dirigée dans le secteur privé. C'est très lourd, dit le message. Monsieur le ministre, vous êtes au courant de ces coûts? Non, ça pose un problème du coût de l'éducation. Et c'est ça que les Camerounais doivent comprendre. Parce qu'à des moments, lorsque le gouvernement se met à dire on a fait ça, on a fait ça, ils ont l'impression de minimiser ce que le gouvernement fait. En fait, le coût de l'éducation, ce qu'il qualifie de coût un peu plus cher, ne vaut même pas encore la moitié. Parce que l'éducation, ça dit que la formation, elle est, j'allais dire, trop chère.
professionnelle et professionnalisante comme celle-là. C'est clair. Et donc, quand vous allez dans le public, il y a une action de l'État qui fait en sorte qu'une subvention est donnée, on a baissé le coût et vous avez l'impression que c'est le coût normal de l'éducation. Non. Non, pas du tout. Et donc, même si quand vous allez à l'université, vous payez 50 000, ce n'est pas le coût de la formation, 50 000. Vous êtes peut-être à 5-10 fois plus. Mais l'État a amorti en payant le surplus. C'est ce que les gens devraient comprendre. Et donc, dans le privé, comme l'État n'y investit pas, le privé, il est obligé de rentrer dans ses coûts et c'est pour ça que ça a ce coût-là. Et là même, nous avons véritablement arrêté les dérives parce qu'il y a ceux qui allaient au-delà de 700 000, d'1 million. Je leur avais dit non, quand même. Et donc, nous avons plafonné. De commun accord avec un ensemble d'instituts, nous avons plafonné le coût, n'est-ce pas, de formation. C'est vrai que ça concerne les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Maintenant, il y a d'autres qui sont sous d'autres tutelles et qui vont au-delà. On n'est plus d'accord. Plus comptable. On va faire un peu de plaidoyer. Je vais voir ce que ça va donner pour ce message qui vient de Tchouliré. Je m'associe à vous. Je n'ai même pas encore lu le message, mais je vais le lire. Bonsoir, Excellence. La population de Tchouliré est toujours en attente d'une ambulance médicalisée pour pallier aux difficultés que nous vivons. Merci. Alors, Tchouliré, quelle est la réponse? Non, Tchouliré aura... réalité maintenant. Ouais, Tchouliré aura son ambulance. Parole de Monsieur le ministre. Voilà. Archivez, s'il vous plaît. Archivez. Archivez. Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Je suis particulièrement préoccupé par la situation des milliers d'infirmiers diplômés d'État issus du concours lancé par votre département ministériel et donc au sortir de là, ils sont abandonnés à eux-mêmes car sur environ 20 000 diplômés par an, vous n'intégrez que 1000 après 5 ans. Pourtant, les hôpitaux de district sont en manque de personnel. Cette question et ce message nous permet justement de relayer et d'embrayer sur le discours du chef de l'État qui avait annoncé une série de recrutements, 4 000 par là, 3 000 par là. Finalement, est-ce qu'on a avancé? Oui, nous avons avancé. Les séances de travail se tiennent régulièrement au niveau du Premier ministère parce que c'est là-bas que la commission est logée. Nous apportons les intrants qui permettent aux uns aux autres de mieux travailler. Et là, on est sur la certification des noms en termes de recensement qui avait été fait sur le terrain. Nous avons redemandé maintenant, parce que ce n'est pas nous d'ailleurs, c'est l'instruction que nous avons reçue, c'est de redemander une énième certification de ces listes. C'est ce que nous avons fait et je pense que normalement, dans 8 jours, nous aurons des retours pour pouvoir alimenter également les travaux de la commission. On a commencé à penser que c'était que l'effet d'annonce. Il y avait beaucoup d'espoir. Non, la parole présidentielle n'est pas comme ça. On n'a pas à douter ni à remettre en question de la parole présidentielle. Pour nous, lorsque nous recevons une instruction, nous recevons cette parole-là, ça vaut tout de suite exécution. Et donc, c'est en train d'être fait. Mais il faut le faire bien parce que si nous allons rapidement, nous allons normalement, d'une manière ou d'une autre, on va ouvrir la porte à de la subjectivité. Or, nous voulons que la mesure qui a été prise, salutaire d'ailleurs par le président de la République, ne devienne pas autre chose. Et c'est pour ça qu'il faudra prendre toutes les mesures pour que l'objectivité soit au rendez-vous et que ceux qui vont être contractualisés le soient réellement. On retient que c'est le premier ministère qui coordonne tout cela. Oui. Et il y a plusieurs ministères qui interviennent. Il n'y a pas que le ministère de la Santé. Voilà. Il y a le ministère de la fonction publique et les autres sectoriels qui peuvent intervenir. Salut à vous, monsieur. Là c'est juste les félicitations, monsieur le ministre. Et merci pour le bon travail. Je souligne ici, les personnes d'appui causent beaucoup de problèmes dans les centres de santé, les hôpitaux, etc. C'est le cas du centre de santé de Malimba urbain, du côté des DA, par lesquels les personnels d'appui dérangent de ce côté. Je crois que le responsable de l'hôpital doit déjà commencer à faire ce qu'il faut faire sur le terrain. Bonsoir Jean-Jacques. Ma question pour le ministre, qu'est-ce qui justifie les évacuations sanitaires si nous avons le même plateau technique qu'en Occident? Je savais que la question n'allait pas manquer. Mais je ne fais que répondre à cette question et ça fait peut-être la 3e ou la 4e fois que je vais redire la même chose. Je voudrais le dire clairement, aucun pays au monde ne se suffit. Oui. Sur le plan sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller en France, l'hôpital américain va continuer à évacuer des gens, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ils vont le faire. Vous allez voir des gens qui quittent
des États-Unis pour aller en France, pour aller en Inde, ça se fait toujours. Il n'y a aucun pays qui se suffit au monde. Et donc, il y a des pathologies bien pointues où on sait que l'excellence, c'est dans tel pays, c'est dans tel hôpital. On va y aller. Mais on n'évacue plus à tout va comme on le faisait avant. Aujourd'hui, si vous voyez le taux, n'est-ce pas, des évacuations qui sont faites, on a divisé par 10, par 15, par 20. On est à plus de 80% des personnes prises en charge sur le plan local. Et des évacuations qui se font à l'intérieur de notre pays. Ça veut dire que si vous êtes à Garoua et que vous pensez que vous devez être mieux pris en charge à l'extérieur, la commission regarde et se dit, ah, il y a une compétence du genre à Douala, on vous évacue plutôt à Douala. Et vous restez, n'est-ce pas, dans notre pays, retrouver la guérison. Mais malheureusement, des fois, les gens veulent le tourisme. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, c'est à l'extérieur. Il y a des complexes souvent qui se créent. Oui. Et donc, il faudrait que les Camerounais, nous tous, nous mettons ensemble pour lutter contre ces complexes, pour se dire, nous avons la possibilité ici, et des fois, nous avons les meilleures compétences sur place, mais nous voulons aller à l'extérieur. Pourquoi faire? Monsieur Jean-José, bonsoir. Bonsoir également, Monsieur le ministre de la Santé publique. Les multiples descentes du ministre sont à féliciter. Cela booste le personnel et les choses avancent. C'est cette proximité que nous avons besoin, être toujours sur le terrain. Nous vous suggérons de ne pas trop laisser certains directeurs dans des postes plus longtemps. Voilà. Il y a plus de rigueur et de la disponibilité sans vouloir mettre qui que ce soit en difficulté. Vous n'hésitez pas de vous arrêter ici à Obala. Ici, on a trop de difficultés. L'accueil n'y est plus. Le directeur ne reste pas dans la ville. Le week-end, le déballage que vous commencez là, le directeur va vous regarder comment les licenciements du personnel d'appui se font selon les humeurs de la SG, du directeur. Les quotes-parts n'atteignent pas le salaire des catéchistes. Les transfusions sanguines sont la cause de plusieurs décès. Le générateur de l'hôpital est allumé quand le directeur est là. Et en son absence, tout est dans le noir. S'il vous plaît, Excellence, nous avons besoin de vous ici, à Obela, Monsieur Mbela, depuis Obala. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y a un numéro vert. Quand vous avez des dénonciations de cette nature-là, il faut utiliser tous les jours ce numéro vert-là. Alors, qu'est-ce que le message dit? On va essayer de prendre l'essentiel. Excellence, Monsieur le ministre, la prise en charge des patients se veut pluridisciplinaire. La médecine physique et réadaptation est presque absente dans nos hôpitaux de référence. Cependant, des auxiliaires comme kinésithérapeutes sont moins pris en compte. Est-ce que la rééducation, la réadaptation, la réhabilitation et la réinsertion sont actuellement des notions pertinentes dans la prise en charge globale pluridimensionnaire, pluridisciplinaire qu'il a signalé tout à l'heure? On prend ce qui concerne la santé, la rééducation, la réhabilitation, la réadaptation. Est-ce que ces aspects sont pris en charge dans votre dispositif? Oui, dans nos hôpitaux de référence, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez à l'hôpital central, d'ailleurs même à l'hôpital général de Yaoundé, de Douala, à la Kentini, vous aurez des centres de kinésie, vous avez des piscines de réadaptation, n'est-ce pas, d'exercice et tout le reste. Et ce matin, j'étais encore au CHU de Yaoundé, on était en train de discuter de cette question avec le directeur général. On a identifié un endroit où on devrait faire tout un grand bâtiment pour pouvoir permettre à ceux-là de pouvoir s'oublier un peu, de pouvoir faire des exercices physiques. Et donc, je crois que c'est une notion qui nous est trop chère et nous continuerons à travailler dans ce sens-là. Une autre question, Monsieur le ministre, c'est Bertrand Bama qui revient, il est enseignant. Comment résoudre le problème des ruptures des stocks de médicaments essentiels dans les formations sanitaires? Est-ce qu'on connaît encore ce problème de rupture de stocks de médicaments essentiels? À mon avis, non. À mon avis, non. Mais il a raison aussi parce qu'il y a souvent des ruptures artificielles qui sont causées par ceux qui sont en charge de cette question-là pour pouvoir, c'est pas moi, capitaliser telle ou telle autre action. Et donc, nous avons déployé sur le terrain des équipes, des inspecteurs pour pouvoir vérifier cela. Mais on a de moins en moins ces ruptures depuis un certain temps. On n'en parle plus d'ailleurs dans nos formations sanitaires. On est dans la formation, Monsieur le ministre. Qu'en est-il de l'examen d'aptitude
que vous avez fait aux professionnels de santé diplômés des instituts privés, plus de 7 mois après, aucune suite. Est-ce juste une manière de prendre un peu de sous aux citoyens? Qu'est-ce qui ne va pas? Aussi, à quand est prévue la sortie officielle des IDE précédemment formés? Il y a près d'un mois, voici le concours d'intégration lancé, mais les jeunes Camerounais n'arrivent pas à composer pour diplôme non disponible à Ouad et puis Bonabéry. Je disais, lis mon message s'il te plaît, c'est très important. Non, je pense que pour ce qui est des examens, de l'examen d'aptitude que nous avons fait, les résultats ont été donnés. Et puis, je crois que nous sommes en train de préparer un deuxième. Mais ce n'est pas pour rentrer dans la fonction publique, c'est pour leur permettre d'avoir le diplôme requis et pouvoir s'inscrire à l'ordre national de médico-sanitaire, mais ce n'est pas pour rentrer dans la fonction publique. Donc, nous l'avons fait, nous allons encore refaire, et j'ai demandé qu'après les examens, les concours d'entrée, qu'on organise cet examen aussi pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'inscrire à l'ordre national des médico-sanitaires. Maintenant, pour ce qui est des diplômes, nous avons suivi un certain nombre de choses, mais il y a certains, comme pour les sages-femmes, nous sommes en connexion avec les universités, et deux fois c'est un peu compliqué. Et donc nous sommes en train de travailler pour que ces diplômes soient disponibles, mais on a demandé que des relevés de notes ou des attestations de réussite soient délivrées pour leur permettre d'avancer avec ça. Qui puissent être prises en compte en attendant les diplômes. Voilà. Bonsoir M. Zé, à vous, Monsieur le ministre de la Santé. S'il vous plaît, j'ai une question. Je voudrais savoir, qu'en est-il de la réflexion autour des patients insolvables dans les hôpitaux publics? On n'en parle plus beaucoup, mais aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent. Si, des mesures ont été prises. Des mesures ont été prises. Et avec les responsables des formations sanitaires, mais nous ne voulons pas les publier tout de suite pour ne pas faire grandir, n'est-ce pas, les rangs des insolvables en réalité. Parce qu'il y a des fois où il y a ceux qui sont insolvables de mauvaise foi, et d'autres qui sont insolvables véritablement. Et donc pour cela, nous avons discuté avec les formations sanitaires, on a pris un certain train de mesures et nous les appliquons. Maintenant, la solution globale viendra du déploiement totalement de la couverture santé universelle. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui nous évoluons vers l'encadrement juridique de cette couverture santé universelle qui nous permettra de faire agrandir l'assiette financière, et je crois que ça devrait pouvoir aussi aller à renforcer le panier de soins pour que chaque Camerounais se retrouve là-dedans et que les insolvables dont on parle aujourd'hui puissent y rentrer. Mais disons-nous une chose, pour être déclaré indigent, on a besoin d'une carte. Et je crois qu'il y a une étude en ce moment qui est en cours au niveau du ministère des Affaires sociales pour déterminer qui est indigent, qui ne l'est pas. Et il faudra, le moment venu, être porteur d'une carte d'indigence pour pouvoir prétendre être indigent. Et donc ça, c'est important de le souligner, parce que même dans l'état de couverture santé universelle, il faudra, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, il faudra avoir cette carte d'indigence. On vous invite à un voyage, c'est M. Ayebe Francis qui voudrait que vous visitiez l'hôpital d'ici des Bebda, qui est situé sur un tronçon accidentogène, et qui dit également qu'il est inaccessible et abandonné à son sort. Le chef de district est également introuvable de ce côté-là. Il précise que allez vous-même voir Monsieur le ministre et vous coulerez des larmes du côté des Bebda. Dites-lui que j'ai pris bon note, y compris d'ailleurs pour celui de Bala, parce que je n'oublie pas ces choses-là. Donc j'ai pris note pour cela. Voilà. S'il vous plaît, mon père souffre des arthroses au niveau des hanches. Il a été opéré d'un côté, le côté gauche, et actuellement, nous n'avons plus de ressources financières. Monsieur le ministre de la Santé, nous sommes situés au quartier Emana. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous de ce côté-là? Bonsoir Excellence, je suis très content de votre travail, que Dieu vous bénisse, continuez à aller de l'avant, le pays a besoin des travailleurs comme vous. On va chercher des questions. Nous n'avons plus de moyens, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Oh là là, c'est une vidéo assez choquante d'une situation au niveau du pied, un SOS qu'une famille envoie certainement. Vous aurez l'occasion peut-être à la fin de l'émission
de regarder cette image assez difficile et la famille semble vouloir compter sur vous parce qu'elle dit qu'elle n'a plus de ressources. Monsieur le ministre, je vous remercie pour tout le travail. Le plus de 124, c'est quel pays? C'est Ismaël qui est souvent très connecté sur les indices des différents pays. Il va nous dire toi, le plus de 124. Salut monsieur le ministre, je vous remercie pour tout le travail que vous effectuez. Vous êtes l'un des meilleurs, sinon le meilleur ministre au Cameroun et même d'Afrique. Vous sauvez vraiment des vies. Que Allah veille sur vous et vous garde Stéphane depuis le Nigeria. Voilà, c'est précisé. C'est depuis le Nigeria que Stéphane vous suit et il apprécie le travail que vous faites ici au Cameroun. Bonsoir à vous Jean-Jacques Zé. Merci monsieur le ministre. Est-ce que monsieur le ministre est au courant de nos jours que le nombre d'accouchements par césarienne est croissant au Cameroun? Cas du Grand Nord, il met cela entre parenthèses. Parfois, ce sont des impositions de certains personnels de santé. Cela engendre des conséquences néfastes, coûts élevés des traitements, alors que les populations sont extrêmement pauvres. Est-ce que la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne pourrait-elle pas être la vraie solution ici? Quel est le regard du ministre sur deux points? Le second, vous verrez qu'on va vous ramener. De savoir traditionnel et je pense que ce qui nous reste aujourd'hui, c'est maintenant rentrer dans l'opérationnel. Comment faire pour que sur le terrain, que nous ayons donc les deux, et nous avons commencé par le recensement de tous les praticiens, de ceux qui pensent détenir les savoirs traditionnels sur l'ensemble de notre territoire. Et à ce moment-là, on va commencer par... vous allez commencer par la définition, hein. Vous serez obligé de passer par là. Oui, bien entendu. Du tradit praticien, parce qu'on a un peu de tout au Cameroun. Oui, bien entendu. Le marabout, le docteur fait tout, qui soigne tout. Et c'est pour ça que... la sorcellerie. Et c'est pour ça que on ne s'autoproclame pas tradit praticien. Ce que la loi a dit, c'est que lorsque vous dites... Je suis Jean-Jacques Zé, je suis tradit praticien, je guéris de la sorcellerie. On dit ok. Mais on va dans votre localité, on va demander à ceux qui sont là. Est-ce que vous reconnaissez effectivement que ce monsieur fait cela? Donc il faut que vous soyez reconnu par vos pairs comme étant un spécialiste ou quelqu'un qui guérit telle chose. Pour que vous rentrez dans notre registre. Mais si vous vous mettez à votre compte, vous tapez un certain nombre de petites choses et vous dites bon allez-y et pour vous prier Dieu pour que ça marche, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas rentrer dans ce registre là, et au fur et à mesure que nous allons faire cela, c'est-à-dire séparer le bon gré de l'ivraie, au fur et à mesure que nous allons faire cela, vous allez voir que certains charlatans qui écument nos rues vont disparaître. Vont disparaître parce qu'on va promouvoir, n'est-ce pas, ce savoir traditionnel véritable. Et laisser de côté le charlatanisme. Vous ne pouvez pas être là et guérir toutes les pathologies à la fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Et maintenant, le linkage entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne sera consacré. Ça veut dire que si vous, c'est qu'on dit communément attacher une fracture, c'est-à-dire vous guérissez de cela, il faut que vous passiez d'abord à la médecine moderne, qu'on pose l'acte avec un scanner, et qu'on établisse exactement la pleur de votre fracture, à ce moment, vous aurez le choix entre aller là-bas et vous faire plâtrer. Et lorsque vous vous êtes allé faire attacher et qu'on estime que vous êtes déjà guéri, vous repartez au scanner pour qu'on voit effectivement si ça a été. Parce qu'il y en a qui cassent, la patte de la poule. Hein. Voilà, voilà donc le linkage. La poule est guérie, vous êtes guéri aussi. Voilà, le linkage donc entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Et ça, il y aura un sérieux travail de toilettage du secteur. Hein. Et nous allons beaucoup nous appuyer sur une demi-journée devant certaines chaînes de télévision. Vous voyez qu'au Cameroun, vraiment... mais c'est interdit la publicité. Oui. Nous avons d'ailleurs saisi le ministre de la Communication qui a également saisi ces chaînes de télé. C'est interdit cette publicité-là. On ne fait pas cette publicité. C'est interdit par la loi. Et donc, on a cru qu'on tolérait parce que la plupart de ces médecins soignent tout ce qui est lié au sexe. On peut recruter que dans la limite, n'est-ce pas, de l'absorption par le Trésor public des salaires. Et donc, et Dieu seul sait combien nous en formons chaque année. Et donc, ça sera difficile pour que l'État puisse absorber tout ce monde-là. Donc, il va falloir que le secteur privé puisse, n'est-ce pas, se mobiliser pour pouvoir absorber ces personnes. Parce qu'en réalité, notre secteur a besoin de personnel. Nous n'avons pas encore le nombre requis de personnel.
Mais, et c'est pour ça que je continue toujours à faire un clin d'œil au secteur privé. Ils ont la possibilité, n'est-ce pas, d'investir massivement dans le secteur de la santé, et il faut qu'ils le fassent, parce que c'est pour le bien de notre pays. D'accord. Monsieur le ministre, merci pour le travail que vous faites pour notre pays. S'il vous plaît, monsieur le ministre, n'oubliez pas aussi l'arrondissement de Bankin dans le département du Mayo-Bagno. Voilà, c'est noté. Monsieur le ministre, le centre d'hémodialyse de Ngaoundéré n'a pas de groupe électrogène. Nous souffrons avec le délestage. Voilà, le message est passé. Non, je ne suis pas sûr que ça n'a pas de groupe électrogène. Il y a un groupe électrogène. Peut-être que le directeur a eu un petit manquement à ce niveau, mais il y a un groupe électrogène. Bonsoir, excellent monsieur le ministre. Quant à nous, vous de guider, le directeur est toujours absent. Les dénonciations, cette affaire, je crois qu'on va fermer un peu les pages de dénonciation pour aller aux questions de santé. Félicitations monsieur le ministre, vous-même et au ministre de la Santé, s'il vous plaît, invitez aussi les autres ministres, comme l'administration territoriale, comme l'enseignement. Je vous dis, ce jour encore, on a écrit au moins 2 ministres pour espérer qu'ils viennent échanger avec les Camerounais. On a déjà eu la chance d'avoir le ministre de la fonction publique, le ministre délégué à la justice, déjà passé ici. On espère en recevoir encore. Bonsoir, ma question regarde son excellence, bien sûr, c'est lui qui est là pour répondre aux questions. Qu'en est-il des PO? C'est quoi les PO? Nous, le personnel formé, qu'en est-il des PO? Je ne sais pas, c'est technique? Ah d'accord, le personnel occasionnel, c'est ça, un peu comme les temporaires. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre, et à vous sur le plateau, Monsieur le Ministre. Je viens plaider pour la cause des enfants atteints de sténose caustique qui n'arrivent pas à bénéficier des dilatations, encore moins des opérations de remplacement œsophagien dans notre pays à cause du manque de matériel de qualité et sont obligés d'être évacués à l'extérieur pour ceux qui en ont des moyens. Ceux qui n'en ont pas sont abandonnés à eux-mêmes sans aucun espoir. Pensez à eux s'il vous plaît. Marie-Ange depuis Essos. Je crois que les collaborateurs de Monsieur le ministre sont en train de noter certains de ces éléments. Monsieur le ministre, avez-vous le rapport des centres de santé équipés mais délabrés et sans médicaments? Est-ce que vous les connaissez, qu'il y a des centres de santé qui sont délabrés et qui n'ont pas de médicaments? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce genre de rapport? Nous venons de boucler une opération de recensement et de référencement de nos centres de santé, l'ensemble d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Donc on a envoyé des équipes qui ont parcouru l'ensemble du territoire, qui sont allées dans tous les centres de santé, dans nos formations sanitaires, je vais dire, et ont géolocalisé, c'est-à-dire ils ont fait un qui est censé être un employé de Bonne-François. Est-ce que vous avez posé la question? Moi, j'en ai discuté avec certains qui ont crié à l'exploitation, qui ont crié à un certain nombre de choses. Et donc, véritablement, lorsque vous voyez un fait, il faut aller derrière le fait. Il ne faut pas simplement regarder le parage comme ça. Vous savez, quand vous voyez un parti politique, pensez-vous que tout ce qui décide... Mais moi, je suis un politique. Et quand je vais dans mon colo natal, et que je dise, le RDPC, sous ma bannière, va commencer à défiler pour pouvoir soutenir l'action du président. Je sais que parmi les 1000 ou les 10 000 ou les 100 000 personnes qui sont derrière moi, il y a au moins 10 000 qui ne sont pas avec nous, mais qui sont venus défiler parce qu'il faut faire masse. Ou bien parce que, bon, peut-être qu'il y a un tricot que vous allez distribuer, quelque chose comme ça. Donc, ne regardez pas simplement ce qui se passe. La mise en scène, on la voit partout. Alors, mais là, le problème ici n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nationalisme, parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont plus nationalistes que moi. Je ne suis pas sûr qu'ils sont plus patriotes que moi. Mais c'est un problème de protection. C'est un problème de sécurité des patients. Et c'est ça notre mission. Parce que demain, s'il y a une multiplication d'incidents à ce niveau-là, le président ne va pas demander à Bonne-François ce qu'il en est. C'est au ministre de la Santé qu'on va demander. Et c'est vous qui allez me lancer la pierre pour dire que vous n'avez pas pris les mesures qu'il faudrait prendre. Et donc, je pense que c'est important qu'on le dise tout de suite. C'est le respect des procédures. Le respect des procédures. Vous n'êtes pas un ennemi de Bonne-François. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est des mesures qu'il faut. Et ce n'est pas d'ailleurs moi qui ai déclaré que Bonne-François n'est pas satisfaisant aujourd'hui pour la consommation humaine. C'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est le laboratoire. Parce que ce sont les analyses qu'on fait. Et dans les procédures qui vont jusqu'à la mise sur le marché
d'un produit, il y a ces analyses qui sont faites. Et il faut donc qu'on dise que l'analyse soit satisfaisante pour que nous, au niveau de la commission, nous puissions homologuer le bon François comme médicament traditionnel amélioré et donner le quitus pour que cela soit vendu. Mais si nous ne l'avons pas, et si le laboratoire nous dit non, c'est pas bon pour le moment, il faudrait simplement que nous revenions ensemble, que nous puissions corriger, n'est-ce pas, ce qui a lieu d'être. Et puis on va avancer. C'est cela, en fait. D'accord. On a parlé du bon François, on dira un mot de politique tout à l'heure. On fait rapidement un dernier coup d'œil dans notre moniteur. Bonsoir Gigi et à son excellence. Nous apprécions son travail depuis qu'il est en poste. Le CMA de Msondo n'a pas d'appareil de radiologie alors que couvrant une aire de santé très vaste et bloquée par des routes impraticables pour une éventuelle évacuation, soit à Edea ou à Ezeka. C'est un habitant de Msondo. C'est signé justement un habitant de Msondo. Les collaborateurs du ministre sont en train de noter. Bonsoir Monsieur le ministre. Essayez de voir les deux centres de santé urbains de Sangmelima à Kon et Nkolnget. On doit changer les deux chefs de santé qui ont déjà privatisé ces centres de santé. Ça aussi, c'est noté. Je vous prie, le CMA de Nitoukou, ça vient en série, est abandonné par le médecin affecté là-bas. Il ne réside pas. Les populations souffrent. Alex B, fils de la localité. Je crois qu'on l'a remplacé. On l'a remplacé. On l'a remplacé du côté de Nitoukou. Aujourd'hui, dans l'Umbam. Aujourd'hui même. Crois, il y a des textes qui sont en cours. Qui sont en cours. Jean-Jacques Zé, son excellent monsieur le ministre. Merci pour vos efforts sur le terrain. C'est à imiter. Mais j'ai une question à vous poser, Excellence. Pourquoi centralise-t-on toujours les concours d'intégration des agents sanitaires uniquement à Yaoundé, malgré le taux de pauvreté? Monsieur Ndawe, depuis Maroua, qui parle de la centralisation des concours. Est-ce qu'il faut partir de Maroua pour Yaoundé, alors qu'il y a la pauvreté? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos concours d'entrée ne sont pas centralisés. Ne sont pas centralisés. Vous êtes à Maroua, vous composez à Maroua. Vous êtes à Garoua, vous composez à Garoua. Mais ce que nous avons repris, c'est qu'avant, on avait même décentralisé aussi les sujets de ces concours-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un petit désordre qui s'installait. Comme on dit au Cameroun, il y avait de l'eau qui coulait un peu. Et donc, on a centralisé les épreuves qui partiront de Yaoundé pour les centres, mais les gens composent à Maroua, à Garoua, à Bertois, ou c'est pas moi, un peu partout. C'est pas Yaoundé simplement. Alors, bonsoir Monsieur le ministre, j'apprécie tout ce que vous faites pour la nation camerounaise. Comment je peux faire pour prendre rendez-vous avec vous pour mon cas de maladie, car j'avais été victime d'arnaque lors de mon évacuation sanitaire en 2021 en Afrique du Sud. Vous êtes au plus 7, vous n'êtes pas au Cameroun, là pourtant, ou bien vous utilisez juste un WhatsApp à l'international de la Russie. Si vous êtes au Cameroun, Lionel Onana, il dit qu'il avait été arnaqué lors de son évacuation. Il souhaiterait vous rencontrer, où il y a des services qui peuvent répondre à ce genre de questions. Bonsoir son excellence, au CMA de Madingring. Nous n'avons pas de médecin depuis 2 ans. Déjà, lorsqu'on rencontre un cas grave, nous sommes obligés de référer à Tchouliré ou à Garoua, vu la distance et l'insécurité qui se vit de ce côté. Nous souffrons tellement. Excellence, le nom de la localité est noté. Tingring, je crois que c'est ça. Madingring. Madingring. Oui. Ouais, vous connaissez? Oui, je connais très bien. D'accord, Monsieur le ministre. Bonsoir. Juste une question à poser à Monsieur le ministre sur les circonstances du limogeage. L'ancien, c'est comme l'hôpital de Sangmelima. Alors, comment le ministre a-t-il géré cette affaire? Ou si vous voulez que le ministre gère... C'est pas moi qui gère cette affaire. Sangmelima a un conseil de direction, je crois. Oui. Ils ont tous les organes pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Ce que nous faisons dans ces formations sanitaires, nous participons pour désigner les chefs de service de ci ou le conseiller médical, mais ce n'est pas nous qui contractualisons avec les CELCOM et tout le reste. D'accord, bonsoir Jean-Jacques et à Monsieur le ministre. Je voulais savoir pourquoi depuis le départ du seul pédiatre de tout le département de l'Océan, hôpital de district, Dr Ngou Patrick, nous n'avons toujours pas de pédiatre en remplacement et c'est vraiment compliqué, Monsieur le ministre. Je crois que vous avez déjà commencé à redéployer les personnels à Tribi. Voilà, donc la question sera forcément adressée. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, combien coûte un scanner pour que nous ne parvenions pas à doter tout un hôpital régional annexe comme celui de Tchang d'un scanner? Le scanner coûte combien? Richard Zenan depuis Tchang dit qu'il n'y en a pas à Tchang.
il vous demande si ça coûte les yeux de la tête. Pour que... La localité de Tchon constitue une préoccupation pour nous. Vous savez très bien que nous avons déjà fait le scoop d'un centre universitaire hospitalier universitaire à Tchon. Donc, on va construire un CHU à Tchon. Tchon vient d'être transformé en hôpital régional annexe et donc les équipements vont aller avec toute la transformation. Il faudrait simplement attendre un tout petit peu, mais Tchon aura son scanner. Mais le scanner n'est pas aussi moins cher que l'on le pense également. D'accord. Vous ne direz pas le prix ici. Ce n'est pas de ma compétence. Ce n'est pas l'objet. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci et félicitations pour le travail que vous abattez dans le domaine de la santé. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, je voudrais savoir si le personnel administratif dans les hôpitaux n'a pas droit aux primes de santé publique. Voilà, Eric. Le personnel administratif n'a-t-il pas droit aussi aux primes de santé publique? Il y a une réponse? La réponse est chez leur responsable de l'hôpital. Il y a les textes en réalité. C'est ce qui est un peu marrant pour les Camerounais, c'est qu'on ne veut pas lire la réglementation. Mais on veut, n'est-ce pas, faire refléter sur l'autre ce que nous pensons simplement. Non, il y a une réglementation. Et donc, il y a les textes. Et moi, j'ai demandé aux responsables des formations sanitaires de respecter les droits et les obligations des uns et des autres. Et donc, si tu as droit à quelque chose, il n'est pas question que vous n'ayez pas la chose. D'accord. Alors, j'aimerais demander au ministre de voir les hôpitaux privés qui exagèrent avec les ordonnances, vu que les hôpitaux publics ne sont pas vraiment un peu partout. Je crois que le ministre jettera peut-être un coup d'œil là-dessus, en termes de prix les ordonnances. Bonsoir le plateau, monsieur le ministre. J'ai un sérieux problème. Pourriez-vous m'aider à faire mettre à mon enfant l'appareil dentaire pour redresser sa dentition? Martine depuis Ngousso. Voilà, Martine, ça c'est des questions qu'on adressera au ministre. On va lui transmettre tous ces messages particuliers. Monsieur le ministre de Fumban à Bagno, combien de pharmacies se sont présidentielle, mais c'est pour aller au-delà, pour lui dire il peut compter sur cette jeunesse-là. Et donc, nous sommes là dans ce mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. C'est un mouvement national ou bien c'est un mouvement du Mayo-Tchanaga ou de l'extrême nord? J'en parle en étant à Yaoundé, donc je ne suis pas dans l'extrême nord, même si je suis de l'extrême nord. Et donc, j'ai été à Douala, nous avons vu un cercle des jeunes promoteurs du mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Et donc, ce n'est pas un mouvement de l'extrême nord, c'est un mouvement national. Et ça rassemble tous ceux qui se reconnaissent. C'est au-delà du parti. C'est au-delà du parti, tous ceux qui se reconnaissent dans la personne de Monsieur le Président de la République. Et que dites-vous de la contestation, ceux qui appellent votre champion à aller se reposer et qu'il a quand même déjà un certain âge, mais vous dites c'est jusqu'à la gare? Je ne sais pas si on a retouché entre-temps, peut-être c'est possible, puisque j'étais à Douala, je n'étais pas à Yaoundé. Je ne sais pas si on a retouché le code électoral, mais il n'y a rien dans ce sens-là dans le code électoral. Et donc, nous restons convaincus au regard de la qualité de la personne qui est là, au regard de ses prouesses, au regard de ce qui reste encore à faire. Nous restons dans cette dynamique de dire il faudrait peut-être que nous ayons la chance de l'avoir encore pour pouvoir continuer ce qu'il a si bien commencé. Donc je pense que c'est important. Maintenant, c'est de bonnes guerres. Vous ne pouvez pas mettre, même dans une même famille, tout le monde n'est pas d'accord. Il faut simplement que nous restons dans la discipline et dans les règles du jeu, et qui n'est pas dans le jeu simplement. Restons dans la discipline et puis que le meilleur gagne. Nous, on est en train de nous mobiliser pour lui. Ceux qui veulent se mobiliser contre lui vont non qu'à faire, mais ils nous auront simplement en face et puis que le meilleur gagne. Mais restons dans la discipline. Pourtant, certains appels, on dira même les plus virulents, contre le président Biya sont venus par exemple de l'extrême nord et même de l'église catholique de ce côté-là. On se souvient de l'évêque de Yagoua qui ira même jusqu'à convoquer peut-être le diable. On nous expliquera que c'est trop compliqué en français, ça peut être un jeu de mots ou une figure de style, mais il y a cette poussée qui semble être partie de ce côté-là contre votre champion. Mais je l'ai dit que tout à l'heure, je l'ai dit, dans une famille, si vous êtes là au-delà de deux, soyez sûr que vous aurez une personne qui ne sera pas d'accord avec les deux autres. Et donc, ça ne me surprend pas. Ça a toujours été le cas.
Mais c'est un peu comme la question de Dieu. Nous avons appris en philosophie que beaucoup avaient remis en question l'existence d'un Dieu et avaient pensé que ceci, c'est cela. Mais au moment de s'éteindre, ceux-là ont quand même admis il existait quand même un Dieu. Donc ceux-là, je suis sûr que à la veille de l'élection présidentielle qui sera convoquée, vont revenir et dire oui, c'est vrai quand même que vous avez raison, ils vont nous rejoindre. J'ai bon espoir qu'ils vont nous rejoindre. Est-ce que le RDPC, de votre point de vue, est suffisamment solidaire, uni, dont le septentrion et particulièrement à l'extrême nord? On peut avoir des divergences, mais pas sur la question de Monsieur le Président de la République. Oui. Ça, c'est vraiment un constat qui est constant, n'est-ce pas, au niveau du RDPC. On peut avoir des divergences, on peut avoir des intérêts à défendre, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre parti, mais on est constant sur la question de Monsieur le Président de la République. Et là, il n'y a aucune divergence au sein du RDPC s'agissant de la personnalité du Président de la République. Et donc, je pense que pour ce qui est de l'élection présidentielle, en réalité, il n'y a pas de chance pour qu'un autre candidat s'infiltre dans ces régions, dans ces régions-là et puisse faire un score. Pourtant, certains ont semblé critiquer votre non-présence lors de l'organisation de cette opération 100 000 jeunes pour le président Biya à Maroua. On ne vous a pas vu là-bas. Vous n'étiez pas concerné? Non, mais je m'étais déjà expliqué sur la question. Et j'avais dit en son temps que j'avais un... Et vous vous souvenez, c'est juste à la veille, n'est-ce pas, de l'Assemblée mondiale qui s'est tenue à Genève. Et donc, voyant la contrainte calendaire, je m'étais rendu, n'est-ce pas, à Mada, à Tokombéré, chez le président de l'Assemblée nationale, qui est un père pour nous tous, qui est notre patriarche de ce côté-là aussi. Et je suis allé lui dire, voilà mon calendrier. Et donc, j'ai bien peur que je ne pourrais pas être à cet événement. Est-ce que il me permet quand même de dérouler mon calendrier pour que je puisse partir à Genève? Et il m'a dit, ok, vous pouvez partir. Donc, j'ai eu sa bénédiction de toutes les manières. Donc, ce n'est pas une histoire d'être là ou de n'avoir pas été là. Mais je m'étais expliqué, j'étais allé voir le président de l'Assemblée, qui est le chef de la délégation permanente régionale. Et je lui avais dit tout le regret que j'avais de ne pas pouvoir y être. Maintenant, sur la question même, je le dis toujours et je l'ai toujours dit aussi, toute initiative qui va dans le sens de soutenir Monsieur le Président de la République, de soutenir le parti qui est notre grand parti, le RDPC, je ne pourrais être que derrière cette initiative. Mais il faut que l'initiative ait effectivement pour résultat le soutien attendu pour le président ou pour le parti, pas des intérêts individuels, parce que je ne suis pas pour jouer les cartes individuelles, je suis là pour une carte collective, une carte de Monsieur le Président de la République. Et donc, je crois que c'est ça, tout ce qui se fait dans la discipline, tout ce qui se fait en mettant en avant les résultats que nous recherchons, c'est-à-dire le soutien apporté à Monsieur le Président de la République, nous allons toujours être là. Monsieur le ministre, on va sortir par là. Vous êtes un leader d'opinion. Vous avez également écrit sur les 200 meilleures citations du président Paul Biya. Vous le suivez au quotidien. Vous connaissez à peu près son état d'esprit lorsqu'il évoque les questions nationales. Celle qui préoccupe la classe politique aujourd'hui, c'est comment avoir un processus électoral apaisé dans notre pays. Octobre n'est plus loin. Quels sont les éléments qu'on doit mettre en contribution pour qu'on puisse franchir cette élection-là de façon apaisée? Mais là, c'est très simple pour moi. Chacun doit simplement convoquer son patriotisme. Chacun doit convoquer son patriotisme. Chacun doit convoquer son esprit républicain. Se poser la question, si je vais dans telle direction, est-ce pour moi? Est-ce pour ma famille? Est-ce pour la République? Quand nous nous serons posé cette question, chaque Camerounais se serait posé cette question, je crois que les choses vont aller assez sereinement. Mais chaque fois qu'on va mettre en place, on va mettre en avant les intérêts égoïstes, les intérêts, j'allais dire familiaux,
À ce moment-là, on aura des difficultés parce que vous avez autant de familles qui a des Camerounais, vous avez autant, c'est pas moi, d'individus qui a les 30 millions de Camerounais, ça va se choquer. Donc il faut simplement que chacun convoque, n'est-ce pas, son patriotisme, son esprit républicain, sa posture à pouvoir défendre l'intérêt général, à pouvoir défendre l'intérêt de notre pays, et le reste va suivre. Simplement, il faut que cela soit fait par les leaders d'opinion, par les leaders des partis politiques, par les chefs de famille. Il faut que nous puissions parler à nos enfants, que nous puissions leur dire, voilà la direction, certainement vous êtes contre ou pour, mais voilà la direction de notre pays, c'est que nous voulons pour notre pays. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Moi, j'ai cru entendre certains dire qu'il y aura le désordre. En fait, ça veut dire qu'ils veulent le désordre pour le pays. Moi, je n'en veux pas, de toutes les manières. Et nous prions, nous qui sommes des chrétiens, croyants, pratiquants, je vous souhaite de l'être également d'ailleurs. Nous qui sommes ces chrétiens-là, nous prions Dieu chaque jour pour que cela ne soit pas, et que le vœu de ceux-là qui veulent faire le désordre, que ça ne se réalise pas. Et je suis sûr que ça ne va pas se réaliser. Je suis pas... c'est vrai, Malachie, c'est un prophète dans la Bible, mais je peux vous dire que ça va pas, il n'y aura pas de désordre. C'est ce qu'on va retenir, Monsieur le Ministre, tout en vous remerciant d'avoir trouvé un peu de temps pour venir échanger avec nous et surtout partager les informations avec les téléspectateurs d'Info TV. On ne peut pas lire tous vos messages. Là, vraiment, c'est formidable hein, lorsqu'on lit justement les appréciations qui sont faites du travail abattu par Monsieur le Ministre sur le terrain et les dénonciations qui contribuent à la construction. Ouais. On vous transmettra justement tous les messages qui vont dans le sens des dénonciations, peut-être pour trouver des solutions. Grandement merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie et je me tiens toujours disponible pour partager avec vous, pour partager avec l'ensemble des Camerounais ce que nous avons pu faire, recueillir leurs propositions, recueillir leurs préoccupations et pouvoir mieux faire encore. Parce que notre objectif ici, c'est de nous mettre au service de chacun d'entre eux. Le président de la République nous donne des instructions dans le sens de la sécurité sanitaire de nos compatriotes. Maintenant, dans le quotidien, on peut se mêler les pédales. Et nous voulons que chacun constitue un pôle, n'est-ce pas, d'excellence à son niveau, qui puisse nous faire, n'est-ce pas, des propositions, des suggestions, et que nous nous améliorons chaque jour pour mieux faire et mieux leur rendre service. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont regardé. Demain, on retrouvera le format normal de Le Grand Soir avec des invités, avec des opinions, avec des contributions pour la construction de notre pays. Très bonne soirée à tous.